Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une analyse du film Death Note de Netflix, sorti en 2017 et réalisé par Adam Wingard. Il s'inspire assez librement du manga éponyme par Oba Tsugumi et Obata Takeshi, qui fut d'abord prépublié dans le Shonen Jump entre 2003 et 2006. Il connut également une adaptation en animé entre 2006 et 2007 par les studios Madhouse, sous la direction de Araki Tetsuo, ainsi que des adaptations live japonaises, en film et en série également. Commençons par résumer l'intrigue du film. Light Turner, jeune lycéen perturbé par la mort de sa mère, reçoit un Death Note, un carnet permettant de tuer n'importe qui en y inscrivant simplement son nom. Ce carnet lui a été envoyé par Ryuk, un dieu de la mort, qui le suivra dès à présent. Avec sa petite amie Mia, Light va prendre l'identité de Kira, tuant les criminels afin de créer un monde meilleur, devenant une espèce de dieu. Face à ces assassinats, son propre père, policier, rejoindra l'enquête d'un détective de renommée internationale connu seulement sous le nom de L. Il déduit que Kira est à Seattle et qu'il a besoin d'un nom et d'un visage pour tuer ses victimes. D'abord, un avis global sur le film. Il n'est pas terrible. Il n'est pas aussi mauvais que certains ont bien voulu le dire, mais vraiment pas terrible. Si vous avez l'occasion de le voir, le film ne fait qu'1h30, et si vous disposez déjà d'un abonnement Netflix, vous pourriez peut-être passer un bon moment, mais il sera très vite oublié. Alors pourquoi s'y intéresser? Eh bien, premièrement, parce que j'aime le manga d'origine, et deuxièmement, parce qu'il y a des pistes et des idées intéressantes dans cette réécriture, car il s'agit bien d'une réécriture de l'œuvre originale. Commençons d'abord par se débarrasser des grosses incohérences de ce film, en commençant peut-être par la moins grosse, celle de la police de Seattle. Dans ce film, Kira cherche à se faire passer pour un tueur japonais. Et à part elle, tout le monde le croit, même le FBI, elle le dit clairement. Aussi, pourquoi est-ce que la police locale de Seattle enquêterait sur cette affaire? La seule raison est de permettre au personnage du père de Light d'incorporer l'enquête. Il aurait suffi d'en faire un agent du FBI, par exemple. Ce problème est très mineur, mais tout de même il existe, et est facilement évitable. Ensuite, Watari. L'incohérence que tout le monde relève. Light décide d'utiliser le bras droit de L, la seule personne à laquelle il tient réellement, pour obtenir son nom, le nom de L, afin de le tuer. Et il écrit le nom Watari dans sa Death Note, eh bien le film nous dit que Watari est bel et bien son nom, réel et complet. Outre ce fait, deux choses sont absurdes. Pourquoi est-ce que elle risquerait ainsi sa vie? Il sait que Kira a besoin d'un nom pour tuer. Et aussi, pourquoi est-ce que Light ne s'interroge même pas sur le fait que ça va fonctionner ou pas? Vous connaissez beaucoup de gens dont le nom réel se limite à un seul mot. Light ne se pose même pas la question. Ensuite, Light écrit que Watari va devenir obsédé avec l'idée de trouver l'identité de elle. Or, s'il le contrôle, c'est bien parce qu'il pense qu'il la connaît. Il est même surpris quand Watari lui dit l'ignorer. Alors pourquoi écrire qu'il devient obsédé par l'idée de la trouver et non pas juste écrire qu'il lui donne? Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison scénaristique pour que Watari aille chercher ce nom et meure en le faisant. Une autre incohérence vient du contrôle des gens, et donc de Watari. Pourquoi est-ce que Light ne prend pas le contrôle de Watari pour tuer elle directement? Dans ce film, à au moins 2 reprises, Mia puis Light utilisent la Death Note pour forcer d'autres personnes à tuer. Des agents du FBI pour Mia et des criminels pour Light. Même Watari est tué de façon étrange par des agents qui semblent être sous l'influence, tout du moins, de la Death Note ou bien de Ryuk lui-même. Ce contrôle pose aussi problème pour Mia. À la fin, Mia veut la Death Note pour elle. Mais elle ne peut s'en emparer aussi facilement parce que seul le propriétaire légitime peut l'avoir plus de 7 jours en sa possession. Ainsi, elle menace Light en écrivant son nom dans la Death Note pour qu'il lui donne. En effet, il y a une règle qui dit qu'un nom peut être effacé seulement par celui qui l'a écrit en brûlant la page concernée. Et ensuite, Mia rend la Death Note à Light, ce qui lui permet évidemment de se protéger en écrivant le nom de Mia dedans. Si Mia l'avait menacé en gardant la Death Note et en lui demandant de lui céder le contrôle, elle lui montre la Death Note, j'ai écrit ton nom là, ici, maintenant tu dis qu'elle est à moi, je brûle la page, c'est fini, elle est à moi. Ben, elle aurait gagné. C'est dommage, hein. De même, elle aurait simplement pu écrire dans la Death Note que Light lui donnait, puisqu'on peut prendre le contrôle des gens pendant 2 jours avec la Death Note. Elle écrit qu'il lui donne, puis une fois qu'elle l'obtient, elle brûle la page, comme ça, il lui a bien donné, et il ne meurt pas. Ça aurait marché. Et avant le dernier point, la dernière incohérence, j'ai parlé de cette nouvelle règle. Brûler un nom, dans le Death Note, permet d'effacer un nom. Une fois. Par Death Note.
Et dans le film, personne ne s'interroge sur le fait que peut-être quelqu'un, parmi les innombrables propriétaires précédents, qui remontent apparemment au Japon féodal, voire plus loin, aurait pu le faire. Parce que si quelqu'un l'a déjà fait avant, cette règle ne marche plus, vu qu'elle marche qu'une seule fois par Death Note. Et du coup, il se retrouverait un peu bête au moment d'effacer le nom, ce qui d'ailleurs aurait pu être intéressant à traiter dans le film. Et cette règle devrait être effacée de la Death Note dès qu'elle est utilisée en réalité. Mais passons à la dernière et la plus grave des incohérences, les morts conditionnelles. Suite à la trahison de Mia, Light écrit son nom, donc pour se protéger, mais ajoute une condition, qui fait que sa mort ne se déclenche que si elle récupère la Death Note. Ensuite, il essaie de faire appel à son amour pour la dissuader de prendre le Death Note. Évidemment, elle le prend, et à ce moment-là, sa mort s'enclenche. Donc le film nous dit clairement que cette mort conditionnelle fonctionne, elle est valide. Mais la règle numéro 1, stipule que l'humain dont le nom est écrit meurt. Cette règle n'est pas respectée. Si on peut mettre des conditions sur la mort, pas les conditions de la mort, des conditions sur le fait qu'elle arrive ou non, déjà la règle qui permet d'effacer un nom devient caduque. Parce qu'il suffit de rajouter une condition à chaque mort pour s'assurer de pouvoir l'empêcher soi-même. Cette mort conditionnelle enfreint directement la première règle de la Death Note, puisque dans le cas de nom effacé, le nom est effacé, il n'est plus dans la Death Note. Dans le cas des morts conditionnelles, on peut créer une mort, marquer le nom de la personne, il reste écrit dans la Death Note, mais la mort n'intervient pas car la condition n'est pas respectée. Ça viole donc cette première règle. Maintenant, passons au personnage. D'abord, le héros, Light Turner, interprété par Nat Wolff. Light a perdu sa mère et est martyrisé au lycée par une espèce de brute caricaturale. Le problème est que nous ignorons complètement comment était Light avant d'obtenir la Death Note, puisqu'il l'obtient dès le début du film, et même avant la mort de sa mère. Toute la partie au lycée sert d'ailleurs à faire de l'exposition très cheap sur le personnage et à montrer que le monde des adultes est injuste grâce à un proviseur extrêmement caricatural qui s'en prend plus à Light qu'à celui, donc la brute, qui frappe d'autres élèves devant des témoins en plein jour dans le lycée. Dans tout le film, Light n'entreprendra jamais véritablement une seule action. Avant la toute fin du film, il est d'abord manipulé par Yuk, puis agit pour impressionner Mia. De plus, il ne questionnera jamais véritablement ses actes et refusera toujours de tuer des innocents, même quand le FBI le suit. Il refuse toujours de se salir les mains, sauf dans un seul et unique cas, elle. Ce qui fait qu'on ne comprend pas réellement pourquoi il veut tuer elle. Tous les autres, il refuse de les tuer, mais elle, oui. Et d'ailleurs, son plan final, où les victimes auraient pu être innocentes, puisqu'il les choisit dans la précipitation et sur un site internet, non, le film nous montre clairement avec un montage que ces victimes sont bel et bien coupables. D'ailleurs, son plan final compte tellement sur la chance qu'il est totalement absurde qu'il ait pu fonctionner à un seul moment. Il contrôle un médecin pour être mis dans le coma pendant 2 jours. Alors déjà, le coma contrôlé par un seul médecin, bon. Et il contrôle un autre mec pour récupérer la Death Note, écrire des noms à sa place, ce qu'il disculpe, comme lui est dans le coma, et lui ramener. Sauf que ce mec aurait pas pu lui ramener, puisqu'il a écrit qu'il devait ramener la Death Note au suspect de Kira. Et 2 choses, personne n'a jamais dit dans la presse que Light était suspecté. Il n'y a que elle qui le suspectait, donc personne n'est au courant que Light était suspecté. Et ensuite, Light n'est plus suspecté à ce moment-là. Donc ça n'a aucun sens. Pour rester sur Light, continuons avec ses parents. J'ai déjà parlé de la mort de sa mère. Le problème, c'est qu'elle a lieu avant le film. Le film commence, sa mère est déjà morte. Donc ça nous empêche de nous rendre réellement compte de l'impact que cette mort a eu sur Light, sur son père et sur leur relation. Et son père, justement, il semble fermement vouloir arrêter Kira, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ni même pourquoi il est sur l'enquête, comme je l'ai déjà dit avec la police de Seattle, et elle lui fait rejoindre son enquête à lui. Or, elle n'a jamais besoin de ses services, dans aucun moment du film, pour son enquête. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait rejoindre son enquête? À part évidemment pour créer un lien artificiel entre elle et Light, comme dans le manga. Il n'y a aucune raison. Un gros problème est la relation entre Light et son père, parce qu'ils interagissent très peu ensemble. On voit une dispute au début, puis ils semblent tout de suite être réconciliés. Donc on ne sait pas quel est l'état normal de leur situation. Est-ce qu'ils ont une situation qui va bien et il y a un soir où ça s'est mal passé, ou est-ce qu'ils ont une situation conflictuelle et elle s'est arrangée? On ne sait pas. Et aussi, son père finit par apprendre qu'il est Kira, évidemment, mais aucun indice dans le film ne nous permet de savoir à quel moment il l'a appris. Or, cet indice nous permettrait d'éclairer des nouvelles scènes de façon différente. Si dans cette scène, on sait qu'il sait que son fils est Kira, sa réaction peut être interprétée de façon tout à fait différente. Mais à aucun moment on peut être sûr de « oui, c'est à ce moment-là qu'il l'a su, c'est à ce moment-là qu'il l'a su ». Non. C'est dommage.
Mais maintenant, passons aux personnages qui sont vraiment intéressants dans ce film. D'abord, Mia Sutton, interprétée par Margaret Qualley. Dans le manga, il s'agit de Amane Misa. La relation Yagami Light et Amane Misa dans le manga est celle d'un manipulateur machiavélique et froid, et d'une jeune ingénue aveuglée par son amour, disons-le comme ça. Dans ce film, c'est presque l'inverse. Le film suggère, sans trop révéler pourquoi, que Mia aime Light, grâce à un regard qui est échangé au début et le fait qu'elle déclenche leur première conversation. C'est elle qui approche Light. Cependant, Mia est bien plus attirée par le pouvoir du Death Note que Light. Dans ce film, Mia est véritablement Kira, beaucoup plus que Light. Light fait ceci pour l'impressionner elle. D'ailleurs, quand ils sont suivis par le FBI et qu'ils doivent arrêter, Light se moque complètement de ne plus utiliser le carnet, mais c'est Mia qui décide de s'en emparer pour elle et de tuer les agents afin de pouvoir l'utiliser. Le Yagami Light du manga est bien plus proche de Mia que de Light Turner dans cette adaptation. Une scène illustre très bien le jeu de domination psychologique entre eux. Quand Light veut l'embrasser pour la première fois, il lui demande littéralement ce qu'il est censé faire, et elle prend les rênes. Métaphoriquement, elle assume le rôle de Kira que lui a seulement ébauché, esquissé juste avant. Ensuite, elle, interprétée par Lakeith Stanfield, il est bien interprété et on voit clairement sa relation avec Watari qui est comme un père de substitution, elle ayant grandi dans un orphelinat avec des expériences un peu douteuses sur les enfants, psychologiques. Et quand Watari disparaît puis meurt à cause de Kira et donc de Light, on peut véritablement ressentir sa chute progressive et son pétage de plomb total. Une dernière scène montre qu'il hésite à tuer Light en utilisant un morceau de la Death Note, et cette scène est vraiment bien faite pour le personnage. Le problème vient plutôt de son lien à Light. Elle n'a aucune véritablement raison d'intégrer son père, le père de Light, à son enquête, ni aussi d'aller parler à Light directement. Il lui fait. Et il lui dit clairement « Je sais que c'est toi, j'ai pas de preuves, mais je vais le démontrer. » Et il lui dit « Je ne fais pas échec, moi, je fais échec et maths. » Sauf que dans cette scène, il fait échec. Il va voir son suspect principal et il lui dit « Tu sais, je sais que c'est toi. J'ai aucune preuve, hein, mais je sais que c'est toi. » C'est ridicule. Le film veut forcer un lien entre elle et Light pour faire comme dans le manga, mais il ne devrait pas en exister dans ce film. Pas sous cette manière, en tout cas. Et on comprend pas vraiment non plus pourquoi elle en a après Kira. Après tout, elle n'hésite pas à sacrifier les autres. Il dit qu'il ne tue pas, mais il sacrifie tous les autres pour son enquête. Et vraiment, il est prêt à sacrifier tout le monde, lui-même y compris, pour son enquête. Et il y a d'autres criminels dangereux dans le monde. Kira, d'après ce qu'on nous dit, n'a tué que 400 personnes. C'est beaucoup, mais il y a des organisations criminelles qui ont tué beaucoup plus. Et ceux qui pensent que son enquête est trop rapide, vu tous les indices que laisse Light, je me demande si en réalité, elle n'est pas au courant dès qu'il contacte le père de Light. D'ailleurs, il lui fait même remarquer qu'il est assez stupide de ne pas se rendre compte que c'est son fils Kira quand même. Parce que oui, tout le monde pointe du doigt le fait que Light est un abruti dans cette histoire. Il laisse tellement d'indices que n'importe qui aurait pu résoudre. Alors pourquoi est-ce que elle ne pourrait pas résoudre l'enquête facilement? Enfin, parlons de Ryuk. Très bien interprété par Willem Dafoe en performance capture. Hélas, très peu présent. Il joue le rôle d'un dieu de la mort, beaucoup plus terrifiant et manipulateur, là où Ryuk, dans le manga, était vraiment un dieu neutre, qui s'ennuie et veut se divertir en allant dans le monde des humains. Il n'est pas maléfique dans le manga. Là, il est vraiment... c'est presque un démon. Dans cette version, Ryuk a pour rôle de donner la Death Note de propriétaire en propriétaire. Mais le film n'explique jamais pourquoi il a choisi Light. Même Light lui demande directement pourquoi il l'a choisi, il n'en a pas de réponse. Dans une scène, il dit également à Light qu'il sait qu'il n'était pas de taille à utiliser la Death Note. Et à plusieurs reprises, il lui pousse à essayer de lui rendre le carnet. Donc on peut se demander en fait si dans ce film, son but, ça serait pas de récupérer son carnet. Sauf qu'à la fin, on dirait qu'il a les mêmes objectifs que dans le manga, c'est-à-dire s'amuser des humains en disant qu'ils sont amusants. Et ça colle pas en fait avec son attitude dans tout le film. On se demande réellement ce qu'il veut. D'ailleurs, le film semble suggérer que le pouvoir de la Death Note vient de Ryuk. Light lui dit à un moment qu'il donne les ordres et que Ryuk obéit. Or, à ce moment-là, il ne peut faire référence qu'à la Death Note. Il marque des noms dans la Death Note, ce qui correspond à des ordres pour Ryuk. Et à chaque mort, Ryuk est là, ou bien son rire en arrière-plan. Son ombre poursuit même Watari au moment de sa mort. Et il suggère directement à Light que c'est lui qui choisit les morts quand les conditions ne sont pas précisées dans la Death Note. Et dans la dernière scène, la dernière mort, on voit la grande roue qui est déchirée en deux, et on a l'impression que c'est Ryuk lui-même qui déchire la grande roue avec ses mouvements de main. Ce qui d'ailleurs me semble assez physiquement impossible que la grande roue se déchire en deux. Or, la Death Note doit produire des morts
physiquement possible, mais bon, passons. Il dit même à un moment que c'est lui qui a écrit les règles. Il dit à Light, qui penses-tu a écrit ces règles dans la Death Note? Et comme la Death Note nous dit clairement de ne pas faire confiance à Ryuk, à travers un ancien propriétaire, est-ce qu'on peut faire confiance à ces règles en réalité? Est-ce que toutes ces règles sont vraies? Est-ce que ce n'est pas Ryuk qui en a inventé? Dans le manga, Light invente des règles à un moment pour tromper les autres. Pourquoi est-ce que dans ce film, Ryuk n'aurait pas inventé des règles pour tromper les humains? Et on peut se demander si le pouvoir de la Death Note serait pas en fait plutôt de contrôler Ryuk. Et que Ryuk a envie de la récupérer parce que c'est comme une laisse pour lui. Alors, je m'avance évidemment, mais ça serait intéressant à traiter. Et juste pour conclure, avant de conclure, pardon, je vais passer sur les thèmes qui sont évoqués par le film, puis complètement oubliés. D'abord les victimes de Light. Light tue un militaire nord-coréen. Ainsi on aurait pu se questionner sur les conséquences géopolitiques de ses actes. Mais non, personne n'en parle. On n'évoque même pas le fait qu'il pourrait tuer des dictateurs, voire des dirigeants quelconques, et que ça pourrait provoquer un chaos géopolitique international. Dans le même thème, il tue des terroristes. Et là encore, aucun questionnement sur le fait que cela pourrait tarir des sources d'information, voire déclencher des attentats plus tôt que prévu, et provoquer donc davantage de morts, et davantage de chaos. Un autre point qui est rapidement évoqué mais qui n'est pas du tout traité, une partie de la population pense que c'est un complot gouvernemental qui sert à dissimuler des meurtres politiques. Et ça aurait été intéressant de le traiter de les deux façons. C'est-à-dire voir ceux qui pensent que c'est un complot, mais voir aussi des gouvernements qui se disent peut-être qu'on peut utiliser l'identité de Kira pour faire croire. Maintenant, le thème le plus raté pour moi, et qui devrait être primordial dans ce film, c'est le soutien de la population pour Kira. La seule chose qui semble nous dire que tout le monde soutient Kira est un montage avec des images de journaux télé, donc très fiables, et on nous dit entre autres que la police entière soutient Kira. Et juste après la mort du FBI, il y a un seul plan qui semble nous montrer que la police, comme elle est derrière le père de Light, semble s'être retournée contre Kira et soutient maintenant le père de Light qui veut l'arrêter. Sauf qu'à aucun moment, vraiment, on ne peut ressentir le soutien de la population, ni comment elle réagit clairement aux actions de Kira. C'est dommage. Finalement, je vais me permettre des suggestions basées sur ce qui est présent dans ce film. Alors, certes, ça aurait été un tout autre film, mais une histoire intéressante aurait pu se passer en fait sans elle. Comme le réalisateur veut faire 3 films, dans le premier film, on aurait pu se concentrer sur Light, Mia et Ryuk. On aurait pu établir Light avec sa mère, la mort de sa mère, avant qu'il obtienne la Death Note, tout au début du film, et vraiment suivre le personnage du coup. Et tout le film aurait pu jouer sur le combat pour le contrôle de la Death Note, entre Mia d'un côté et Ryuk de l'autre, et Light au milieu. Light aurait pleinement pu prendre un rôle de victime du harcèlement scolaire, par exemple, ou d'autres, peu importe. Et elle n'aurait pu arriver que vers la fin du film pour préparer la suite. Ce qui nous aurait donné d'ailleurs un Kira, peut-être même Mia, qui aurait remplacé Light, qui était pleinement introduit dans ce monde, et on aurait pu voir du coup les conséquences de ses actes, et même des discussions entre Light, Mia, pourquoi pas Ryuk, mais pour discuter de ce que fait Kira, et voir la réaction de la population vraiment à ses actes. Et de mettre elle qu'à la fin, ou alors en filigrane, on voit un petit peu son enquête pour le préparer dans un prochain film. Puisque le réalisateur veut faire une trilogie, ça aurait été un excellent début de trilogie, qui aurait introduit correctement tous ces personnages, et ça aurait pu se passer peut-être même en un film un peu plus long, une demi-heure de plus par exemple, ou tout bêtement une série Netflix. En bilan, Death Note est l'exemple même du film qui a de bonnes idées et de bons thèmes. Il a de bonnes idées de réécriture, il change un peu le manga original, mais soit il n'ose pas trop s'aventurer sur certains terrains, sur certains thèmes, soit il n'ose pas trop s'éloigner de l'œuvre originale, mais quand même suffisamment pour mécontenter toute une partie du public qui reste fidèle à l'œuvre originale. Le film en lui-même n'est pas indigent, et à part la grosse incohérence de Watari, je pense qu'à aucun moment le spectateur lambda va vraiment se dire c'est n'importe quoi dans ce film. Mais il y a trop de points que le film vous laisse imaginer. Parce qu'il n'ose pas. Ou alors, il prend pas le temps. Ce qui est dommage. Au final, je vous conseille quand même de lire le manga, voire de regarder l'animé. Et ceux qui ne voudraient pas regarder ou lire toute une série, il existe aussi un remontage de la série en film, assez différent. Comptez par exemple 2 heures pour la première partie. Death Note Rewrite, ou parfois Relight.
qui est un bon remontage. Maintenant, je vous dis au revoir et peut-être à de prochaines vidéos.